Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux limites, aux points de rupture en négociation. Dans la première vidéo, vous avez pu voir la définition des 4 origines, sources des points de rupture en négociation. Il y a l'alternative, l'attente, l'autorisation et l'abracadabrantesque. Dans cette vidéo, vous allez voir comment mieux vous préparer et mieux anticiper pour améliorer votre relation de pouvoir avec votre interlocuteur. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez aussi comment traiter les objections que votre interlocuteur peut vous faire par rapport à ces points de rupture de façon à les intégrer dans votre négociation pour trouver un accord le plus favorable possible, a priori pour les deux parties. Alors on commence tout de suite avec la première catégorie d'origine de points de rupture qui sont les alternatives. Les alternatives en négociation, c'est ce qui va vous permettre de développer votre pouvoir à condition que vous en ayez plusieurs. Regardez ce qui se passe quand on joue aux cartes. On va distribuer des cartes à différents joueurs et dans tous les jeux de cartes, tous les joueurs ont le même nombre de cartes. Mais pas en négociation. Parce qu'en négociation, il y a des gens qui ont plus préparé et plus d'alternatives que d'autres. Et c'est ça que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'avoir plus de cartes pour avoir plus d'options. Un autre exemple qui illustre l'importance d'avoir ces consultations, vous avez un jeune qui hérite d'une vieille voiture pourrie, il va d'abord voir un ferrailleur qui lui en propose 100 ou 500 euros, ensuite il va voir une casse où là on lui en propose peut-être 500 ou 1000 euros pour les pièces, il va voir un garage qui lui en propose 1000 ou 2000 euros, et puis finalement il rencontre un collectionneur de vieilles voitures, et là forcément on lui propose plusieurs dizaines de milliers d'euros pour cette voiture de collection. Si on prend un extrême et que vous n'avez aucune alternative, à ce moment-là vous dépendez complètement du seul interlocuteur qui est en face de vous, et même si sa solution n'est pas très bonne, ou elle est très chère, ou elle ne vous convient pas très bien, sur ce paramètre-là, vous n'avez pas mieux. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Évidemment, on se prépare en multipliant les rencontres avec différents interlocuteurs. C'est ce que font les services achats par définition avec les Requests for Information, les Requests for Proposal, donc c'est les demandes d'information ou les demandes de proposition pour pouvoir comparer. Et les services achats le font très très bien si on leur donne le temps de le faire. Donc il faut le programmer. C'est dans votre agenda, dans votre téléphone, c'est dans votre calendrier papier ou électronique. Tout le monde sait qu'il faudrait comparer. Mais qui prend vraiment le temps d'intégrer dans son processus de négociation, d'avoir fait des consultations? Ça demande de la programmation et de l'allocation de temps. Je ne le répéterai jamais assez, donc je l'ai répété au moins 10 fois dans cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a des alternatives? Pourquoi est-ce que ça donne du pouvoir? On voit bien qu'en négociation, nous ne faisons rien tout seul et que la valeur de ce que nous allons pouvoir négocier, ça dépend aussi de la valeur que nous apportons aux autres. Il faut rencontrer les bons interlocuteurs. Il faut être humble. Et donc, dans cette humilité, on va avoir peut-être 2 mots-clés. On va avoir le courage d'aller voir énormément de gens et puis la curiosité. La curiosité de connaître son marché, connaître les options, connaître les circuits de distribution. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des alternatives. Maintenant, on va passer à l'attente. Alors l'attente, ça veut dire que si on pouvait attendre indéfiniment, on aurait quelque part une relation de pouvoir qui nous est favorable. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans le monde des affaires? Je ne vais pas être la bonne personne pour soutenir l'intérêt d'attendre. Parce que j'ai jamais connu dans mon univers professionnel, que ce soit quand j'étais directeur ou depuis que je suis consultant, j'ai jamais connu de situation où c'était super bien d'attendre. On est toujours dans un mode proactif dans lequel on veut avancer. Si on attend, qu'est-ce qui se passe? C'est les autres qui vont faire les choses avant nous. Et c'est pas que les choses vont s'améliorer en attendant, c'est qu'elles vont changer. Donc il y a toujours à un moment donné la possibilité de faire quelque chose qui est relativement optimum, et c'est pas d'attendre qui va particulièrement être la voie de préférence des hommes d'affaires. Donc, je suis pas la bonne personne pour soutenir l'attente. Mais par contre, je suis la bonne personne pour vous expliquer comment avoir un rapport de pouvoir favorable quand vous êtes pressé. Il s'agit de transmettre votre urgence à votre interlocuteur. C'est l'image de 2 personnes qui se rencontrent sur le quai de la gare et qui doivent discuter. Le timing pour les 2 personnes devient le timing de la personne la plus pressée des 2, parce que sinon, après, vous êtes tout seul et la personne, elle est partie. Et on va arrêter de se mentir en se racontant qu'on n'est pas pressé. La posture qui consiste à dire qu'on n'est pas pressé, c'est une posture qui vous décrédibilise en négociation. Les gens savent très bien que vous êtes pressé. On est toujours pressé et je pense qu'on doit le dire pour le transmettre à l'autre et arrêter ce faux semblant. On rétablit un rapport de pouvoir mutuellement équilibré en étant tous les 2 pressés et on se met tous les 2 une pression positive pour être capable de faire des accords plus rapidement. Les 2 parties vont en bénéficier. Alors je crois que dans cette vidéo, on a une partie du son qui est prise par un chien qui ronfle. Alors je ne peux pas refaire toutes les prises à chaque fois que le chien ronfle. Donc voilà, c'est lui, c'est pas moi qui ronfle. Et ah oui, voilà. On t'a vu, merci, identifié. Le 3e élément qui explique les points de rupture sur lesquels il faut travailler en préparation, c'est les autorisations, l'autorité et la délégation qui vous sont données.
Cette notion d'autorisation, elle est importante et vous pouvez l'améliorer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de négocier avec votre hiérarchie ou avec votre donneur d'ordre la largeur des accords que vous pouvez faire. Mais il ne faut pas que vos donneurs d'ordre oublient que vous devez avoir de la flexibilité. Donc on peut avoir un objectif, mais jusqu'où peut-on changer par rapport à cet objectif pour avoir un accord qui est plus intéressant que pas d'accord du tout? Pour préparer votre négociation et utiliser les points de rupture comme des points qui vous avantagent, il faut les voir comme étant des éléments de connaissance qui vous rapproche de l'intérêt de la société, ça va vous motiver, ça ne va pas être une prison, ça va être une motivation. Et il faut les avoir aussi comme un élément de sécurité. Ce n'est pas un enfermement, c'est une protection pour vous. Et quand vous vivez les points de rupture de cette façon-là, vous êtes beaucoup plus fort en termes d'attitude, en termes de posture, en termes d'argumentation, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et ça se sent de l'autre côté, vous êtes plus crédible quand vous expliquez pourquoi il y a tel ou tel point de rupture, et vous êtes beaucoup plus professionnel que quand vous appliquez un règlement que vous ne connaissez pas très bien, ou quand vous êtes au fond de vous-même pas vraiment d'accord avec les points de rupture que vous êtes chargé de défendre. Nous allons terminer avec la 4e origine des points de rupture et des limites en négociation. C'est le côté abracadabrantesque dont je vous ai parlé dans la première vidéo, qui consiste à finalement accepter des accords de bonne foi, des accords qui ne seront finalement jamais réalisés. Comment fait-on pour éviter ça? D'abord, on conçoit pendant sa préparation l'architecture de l'accord que l'on voudrait avoir, les grandes lignes sur l'exécution, le paiement, la communication, la dimension industrielle, la dimension logistique, toutes les dimensions. Et ça nous sert de référence. Dès qu'on va sortir de ce champ de référence, on va risquer d'arriver dans une situation abracadabrantesque. Alors on a un point de référence pour aller voir nos collègues et leur demander une nouvelle validation. Et s'ils ne peuvent pas nous la donner, c'est généralement que le deal n'est pas exécutable et ils vont nous alerter plus que nous contraindre. Ils vont nous protéger plus que nous censurer. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Ça ne marche que si vous avez un point de référence qui a été établi pendant la préparation et validé pendant la préparation par les autres départements. Et voilà, vous avez vu pour les 4 dimensions quelles sont les actions concrètes que vous pouvez faire en préparation. La recherche d'alternatives, de canaux de distribution, de vendeurs, d'acheteurs, de ce que vous voulez, pour avoir plus de cartes en votre possession quand vous allez rencontrer votre interlocuteur et savoir finalement quelle est la meilleure solution. Pour ce qui est de l'attente, c'est rarement une solution d'attendre. Par contre, c'est une grande solution de mettre les autres aussi sous pression en leur montrant l'intérêt qu'il y a dans l'urgence mutuelle à avancer ensemble. La dimension liée à vos délégations, savoir que vous avez négocié vos délégations au mieux des intérêts de l'entreprise et savoir la différence entre votre délégation et ce qui serait acceptable par l'entreprise de façon à avoir une vision de l'intérêt de l'entreprise ou de votre foyer si vous êtes dans une négociation plus privée, et d'utiliser les délégations comme une protection, d'utiliser les autorisations qu'on vous donne comme une armure pour vous protéger et pour ne pas vous retrouver à faire des choses qui sont incohérentes parce que vous n'avez plus de barrières. Et la 4e dimension sur l'abracadabrantesque, c'est d'avoir fixé un cadre, une structure d'accord avec des éléments clés, avec l'ensemble des départements qui sont concernés par l'accord, de façon à ce que si on s'écarte trop de cette structure, on puisse retourner les voir et revalider avec eux ou pas le bien fondé de l'accord que l'on propose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je vous invite à mettre un like et puis je vous attends pour la 3e vidéo qui va sortir dans quelques jours sur que faire quand vous êtes en face de quelqu'un et qui vous dit j'ai telle ou telle limite pour telle ou telle raison, c'est-à-dire d'un point de vue opérationnel, comment vous allez traiter la relation avec votre partenaire pour l'aider aussi à gérer ses limites pour trouver un accord, puisque vous avez besoin de respecter vos limites et il a aussi besoin de respecter les siennes, qu'elles soient réelles ou factices. On va le voir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.